Bonjour et bienvenue, c'est Aurélie sur le podcast Insomnie hors de mon lit. Dans ce nouvel épisode, je reçois à mon micro Camille et Pénélope de chez ImuPro. C'est le deuxième interview que je fais avec ImuPro pour vous parler du lien entre hypersensibilité alimentaire et sommeil. Dans le premier épisode, nous avions explicité ce qu'étaient les hypersensibilités alimentaires. Nous étions aussi allés développer le lien avec le sommeil. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin parce que le premier épisode vous a énormément plu. Il a été de très nombreuses fois téléchargé et je sais que vous avez été très très nombreux à faire justement les tests d'hypersensibilité alimentaire, à m'en faire part, à me poser des questions sur pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, à poser aussi des questions bien sûr à Camille et Pénélope chez ImuPro. Et parfois vous vous interrogiez sur pourquoi pour moi il n'y a rien qui ressort, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça a l'air bon signe mais qu'est-ce que je peux en déduire et faire justement ce lien avec mes troubles du sommeil ou à l'inverse. Énormément de choses ressortent en rouge pour reprendre la nomenclature ImuPro, donc ça veut dire avec beaucoup d'hypersensibilité alimentaire. Et comment je fais, comment je gère tout ça, par quel bout je m'y prends en fait, et comment j'avance pour ensuite justement que ça puisse avoir des effets positifs sur mon sommeil. Donc on a décidé d'aller plus loin et justement de vous donner des pistes de réflexion sur tout ça. On va bien sûr reprendre ce que sont les hypersensibilités alimentaires. Donc même si vous n'avez pas écouté le podcast numéro 1, vous trouverez bien sûr des explications ici. Et on va dérouler de nouvelles questions. Je vous souhaite une belle écoute et il est temps d'accueillir Pénélope et Camille. Bonjour Pénélope, bonjour Camille, bienvenue sur le podcast, sur un nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit dédié aux hypersensibilités alimentaires. Vous travaillez chez ImuPro. On avait déjà enregistré un épisode ensemble et là on se retrouve pour le volet numéro 2 où on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des hypersensibilités alimentaires, le lien avec le sommeil et puis finalement comment interpréter les résultats des tests que chacun peut faire sans ordonnance, je le précise parce que c'est souvent une question qui est posée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Pénélope, Camille, je vous propose toutes les deux de vous présenter puisque nous sommes à nouveau 3 aujourd'hui pour le podcast. Alors bonjour Aurélie, alors donc Camille, donc je travaille chez ImuPro depuis 7 ans maintenant. Et alors Pénélope et moi on s'occupe de tout ce qui est relations clients. Donc on va guider les personnes avant qu'elles fassent le test. Elles peuvent nous appeler pour qu'on discute un peu de leurs symptômes et voilà, savoir si un test serait, enfin, ce serait bien pour elles de faire un test ou non. Et ensuite on les accompagne tout au long de leur test et aussi une fois qu'ils ont leurs résultats, on explique la méthode et on discute avec eux, on répond à toutes les questions pour pas laisser ces personnes avec leurs résultats sans savoir quoi faire, une fois qu'ils ont leurs résultats. Voilà en gros nos tâches chez ImuPro. Est-ce que, Camille ou Pénélope, l'une ou l'autre, vous pouvez peut-être nous redéfinir un petit peu ce qu'est ImuPro et puis ce que vous proposez justement comme service, parce qu'en plus, là, les tests d'hypersensibilité alimentaire, il y en a plusieurs déjà. Si on va sur le site, on voit qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous refaire une petite présentation globale pour que les auditrices et auditeurs puissent savoir ce qu'est ImuPro et les tests chez ImuPro? Alors, les tests ImuPro sont des tests pour détecter des allergies alimentaires retardées de type 3. Donc en fait, il y a 2 sortes d'allergies alimentaires. Il y a les allergies alimentaires de type 1 liées aux IgE. Donc là, c'est une allergie qui arrive tout de suite dès qu'on consomme un aliment, par exemple une fraise ou une cacahuète. Tout de suite, on a une réaction immunitaire qui se passe. Donc soit des gonflements, soit des problèmes de peau. Tout de suite, on devient tout rouge ou on tousse. Enfin voilà, la réaction est immédiate. Et avec ces allergies alimentaires donc liées aux IgE, on pourra plus jamais manger cet aliment. On sait que voilà, on est allergique, on peut plus le consommer, c'est terminé parce qu'on a une réaction qui arrive tout de suite. Alors que nous, avec les tests ImuPro, on va venir détecter les allergies alimentaires retardées,
donc liées aux IgG. Donc les symptômes qui sont normalement de type inflammatoire et chronique, ils arrivent quelques heures après la consommation de l'aliment jusqu'à 4 jours. Et les symptômes sont, voilà, comme je vous l'ai dit, inflammatoires et chroniques. Donc on a tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est problème de poids, tout ce qui est migraine, des rhinites, enfin toutes les infections de la sphère ORL, voilà, et notamment aussi de la fatigue chronique et les problèmes, les troubles du sommeil. C'est très difficile de savoir quel aliment nous crée ces inflammations parce que voilà, le symptôme, il arrive plusieurs jours après la consommation de cet aliment et on peut pas se dire que notre migraine qui arrive un mercredi est provoquée par l'œuf qu'on a consommé le samedi d'avant, quoi. Donc voilà pourquoi c'est assez difficile de savoir quels aliments créent ces inflammations. Et alors pourquoi plusieurs panels? Si on va sur votre site, sur le site d'ImmuPro, qu'on veut commander justement le kit, pourquoi plusieurs panels? À quoi ça correspond? Alors, on propose 6 tests entre 22 et 270 aliments. Et alors, le petit test qui fait 22 aliments, alors c'est vraiment la base en fait de l'alimentation. Celui-là, on le conseille plus aux enfants. Alors, sachant qu'on teste les enfants, on peut tester les enfants à partir de 1 an. Avant 1 an, on préfère tester la maman parce qu'elle a donné tout son patrimoine aux enfants. Donc voilà, et à partir d'1 an, l'enfant commence à se faire sa propre immunité. Donc voilà, on dit que c'est bien de commencer vers 1 an. Et ensuite, en fait, à chaque fois, on va rajouter des aliments. Voilà, on part de la base de l'alimentation, donc le gluten, tous les laits animaux, voilà, et ensuite on affine pour arriver à 270 aliments qui est le test le plus complet et qui est très complet. Et après, dans le complet, il y a beaucoup d'aliments qu'on consomme pas forcément. C'est pour ça que quand les personnes se demandent quel test elles vont faire, on dit de bien regarder les listes d'aliments test par test et de prendre le test qui correspond le plus à ses habitudes alimentaires pour essayer de pas louper trop d'aliments. Et voilà. Et c'est plutôt des aliments que la personne consomme 2 ou 3 fois par semaine. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres tests en parallèle de ça que vous proposez chez ImmuPro? Alors, on teste aussi, alors qui est inclus dans le test ImmuPro complet, justement. On a le test anti-candidat, donc qui peut permettre de détecter s'il y a une candidose ou pas. C'est un dosage d'anticorps anti-candidat. Et on fait aussi le test qui s'appelle DAO et qui va déterminer une intolérance à l'histamine. Une intolérance à l'histamine peut souvent se traduire par des maux de tête. Et l'histamine est libérée par souvent le chocolat, la charcuterie, le vin. Voilà. D'accord, donc ça peut se faire en complément des panels d'aliments qu'on peut choisir. Donc par exemple, on va prendre 90 aliments, mais on peut venir faire ça en plus si on suspecte quelque chose. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment peut se former une hypersensibilité alimentaire? Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Mais je comprends pas, avant tout allait bien et puis, j'ai la sensation presque du jour au lendemain, il y a plein d'aliments qui me gênent, qui peuvent créer des ballonnements, qui me font réagir» ou alors je constate en faisant un test que j'ai des hypersensibilités alimentaires que j'avais pas identifiées parce qu'effectivement, comme Camille, tu l'expliquais très bien, il y a ce décalage de plusieurs jours, mais je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup c'est arrivé. Qu'est-ce qui fait que là, pour moi, c'est apparu alors que toute ma vie, j'ai jamais eu de soucis avec ça au niveau digestif? Alors, c'est souvent multifactoriel, en fait. Ça peut venir de prise d'antibiotiques ou de périodes de stress, des infections ou des mycoses qui vont venir, en fait, détériorer la barrière intestinale. Et à partir du moment où elle devient poreuse, elle va laisser passer des particules d'aliments qui vont se retrouver dans le sang alors qu'ils ne devraient pas y être. Donc là, des anticorps vont se former. Puis des complexes anticorps antigènes vont aller potentiellement se fixer sur des tissus. En tout cas, il y a des complexes qui se forment. Donc, soit ils vont se fixer sur des tissus, et là, on parlera d'une réaction spécifique.
Donc, ça va créer une inflammation plutôt de type migraine, enfin qui sera localisée, migraine ou sphère ORL ou sphère digestive, donc ce sera bien localisé. Ou bien, si le complexe anticorps-antigène reste circulant dans le sang, ça va causer des symptômes non spécifiques de type problème de poids ou la fatigue chronique ou les troubles du sommeil, par exemple. Donc, c'est par ricochet, hein, si je te suis bien, c'est par ricochet. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc certaines particules d'aliments qui peuvent passer alors qu'elles ne devraient pas. Ça fait réagir le système immunitaire. Donc, ça crée une inflammation globale et cette inflammation globale fait le lit de ce que tu viens de citer, les troubles du sommeil, la fatigue permanente, les problèmes de poids, etc. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui, d'après votre expérience, se résout le mieux quand on vient travailler sur les hypersensibilités alimentaires? Quand on arrive à venir identifier quels aliments nous font réagir, qu'on vient travailler dessus, faire une éviction, faire un roulement, vous allez nous expliquer tout ça juste après. À quoi on peut s'attendre et sous quel délai? Alors en fait, on va vraiment cibler toutes les inflammations qui sont de type chronique et inflammatoire. Et le délai, une fois qu'on a retiré les aliments, l'infection ou l'inflammation qui est liée à l'aliment, elle disparaît assez rapidement en 10-15 jours. Ça ne veut pas dire que le taux d'anticorps va lui descendre de façon très importante, mais l'inflammation, elle disparaît assez rapidement. Et du coup, tous les symptômes de type inflammatoire et chronique, ça peut être, donc on a parlé des migraines, ça peut être des problèmes de peau aussi, tout ce qui est eczéma, acné, le psoriasis, ça peut être tout ce qui est aussi les diarrhées, constipations, des ballonnements, des syndromes du côlon irritable, aussi des douleurs articulaires chez les sportifs, aussi une meilleure récupération. Des maux de ventre, même des problèmes de fertilité, d'endométriose, voilà. Toutes les inflammations sur lesquelles on va pouvoir agir. Ouais, moi, d'un point de vue sommeil, j'aurais tendance à dire aussi que c'est assez rapide de ce que je constate par rapport à toutes les personnes que je peux accompagner et qui ont fait les tests. Je trouve que c'est assez rapide et là où ça joue le plus, c'est pas tant sur l'endormissement, c'est vraiment sur les réveils nocturnes où il y a moins de réveils aux alentours de 4 heures du matin, voire même plus du tout, qui disparaissent et moins de bouffées de chaleur aussi. On sent que l'organisme, il y a moins le feu. Oui. Est-ce que vous constatez ça aussi de votre expérience et par rapport au retour des clients que vous avez en lien avec le sommeil? Oui, alors en fait, ce que tu dis là, c'est très vrai. Parce qu'on voit que donc, le cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est aussi l'hormone immunosuppresseur naturelle chez l'homme. Donc, en cas d'inflammation, le taux de cortisol, il va augmenter. Donc, en fait, le cortisol qui est élevé plutôt le matin et qui a tendance à diminuer tout au long de la journée, il va rester élevé toute la journée et même la nuit. Alors que normalement, la nuit, c'est plus la mélatonine qui prend le relais. Et donc là, vu que cette hormone reste élevée, ça crée une inflammation. Et donc voilà, donc on n'arrive pas à dormir, donc on se réveille, donc ces troubles du sommeil apparaissent. Et c'est vrai que si on arrive à réguler cette inflammation, surtout même à l'éliminer, le cortisol, le taux de cortisol, il va revenir à la normale et le sommeil sera beaucoup moins perturbé et ainsi que tous ces troubles. Donc c'est vrai qu'une des pistes pour essayer de combattre ces troubles, c'est vraiment de connaître les aliments qui peuvent nous créer des inflammations et de travailler dessus derrière. Et du coup, on prend vraiment le problème à sa source. Et oui, et c'est intéressant ce que tu dis, Pénélope, parce que souvent, lorsqu'on parle d'inflammation chronique, d'ailleurs, il y a énormément de vidéos sur YouTube ou même des podcasts là-dessus, où on va dire, s'il y a inflammation chronique, il faut venir prendre des aliments naturels, anti-inflammatoires, le curcuma, etc. Mais là, finalement, on est juste en train de mettre un patch, que là, avec les hypersensibilités alimentaires, on vient à la source. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mais j'imagine que vous êtes confronté à ces questions régulièrement aussi. Oui,
Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que les personnes, quand ils commencent à mettre en place la méthode ImuPro, donc à supprimer les aliments qui créent les inflammations, les premiers symptômes enfin les premiers bienfaits qui ressortent, les personnes nous disent, on dort bien, on se réveille plus, et surtout le matin, on se réveille et on a vraiment l'impression d'avoir dormi. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'il y a même des personnes qui se rendaient pas compte qu'elles dormaient pas bien ou voilà, c'était dans leur routine et toutes les nuits, ils se réveillaient au moins une fois par nuit, puis après ils se rendormaient plus ou moins bien. Et, quand ils nous disent, oui, on a arrêté, je sais pas, le gluten par exemple, et voilà, on se sent bien, on se sent mieux, on dort bien, on se réveille plus, et le matin, on a vraiment l'impression d'avoir dormi. Et je rajouterais même aussi le brouillard mental et Oui, cette notion aussi de déprime ou de yo-yo dans l'humeur, qui sont des choses qu'on vient assez souvent, assez fréquemment lier au sommeil en disant: «C'est parce que mon sommeil n'est pas récupérateur» ou «C'est parce que je dors pas assez» et finalement, alors ça peut bien sûr être lié au sommeil parce qu'on sait l'importance du sommeil paradoxal sur l'humeur, sur la gestion des émotions, sur la capacité de concentration et cetera, bien sûr. Mais parfois, en fait, il y a plusieurs choses qui sont liées, hein. Ça fait comme un espèce de cocktail, un peu négatif, un cercle vicieux et quand on vient enlever les aliments qui créent des hypersensibilités alimentaires, on se retrouve avec une, fraîcheur mentale Mmh. qui est quand même assez extraordinaire et qui permet d'avoir une autre relation avec son sommeil aussi, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, aller supprimer tous ces aliments qui créent les inflammations, c'est voilà une pièce du puzzle en plus pour que tout fonctionne, quoi, et qu'on dorme bien et qu'après c'est vrai que quand on ne dort pas bien, et derrière il y a rien qui va. Et c'est vrai que les retours qu'on a aussi, c'est beaucoup de récupération d'énergie, donc qui va vraiment avec ce ce sommeil qui va mieux et aussi ce brouillard mental dont tu parlais, Aurélie. Non, les gens disent: «J'ai récupéré une énergie», quoi. C'est comme ça qu'ils le traduisent souvent et Mmh. Alors avant de passer à la méthode ImuPro que vous allez nous détailler un petit peu et vraiment je vous en remercie Pénélope et Camille d'être avec moi aujourd'hui pour détailler ça. Dans le premier épisode, on était allés finalement plus loin sur certains éléments et puis on n'avait pas, détaillé énormément cette méthode et là, ça nous permet dans ce volet 2 de venir apporter des choses très précises aux personnes qui font les tests parce que finalement, parfois la liste, elle est vide. On réagit pas. Et en fait, il y a pas d'aliments qui ressortent dans le rouge, hein, pour reprendre la nomenclature qui est la vôtre. Puis parfois, on ressort avec énormément d'aliments dans le rouge et on peut se retrouver, un petit peu, perdu dans tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Et vous allez nous en parler. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur une chose que tu as dite tout à l'heure, Camille, à savoir que pour les enfants, on venait plutôt tester la maman parce que, la maman, elle vient transmettre certaines choses au bébé, au nourrisson et puis ensuite, lui, il va créer petit à petit en grandissant et dans son environnement, son propre système immunitaire. Mais il y a pas mal de mamans, de parents, de futures mamans aussi qui écoutent ce podcast et du coup, j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, finalement, comment c'est possible que la maman, elle puisse transmettre ça? Puisque finalement, on a l'impression que c'est son propre système immunitaire qui peut réagir et surtout, c'est sa propre perméabilité, intestinale qui est en cause. Donc, comment c'est possible que pour le petit, finalement, ce soit pareil? Et surtout, qu'est-ce qui fait que justement après, avec l'âge et en modifiant son microbiote intestinal, ça va mieux et ça peut évoluer? Alors, donc en fait, quand la maman pendant toute la grossesse, la maman va transmettre ses anticorps à son enfant à travers du placenta. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'avant 12 mois, l'enfant, il a encore le système immunitaire de sa maman et que ça sert à rien de tester l'enfant parce que voilà, il aura globalement les mêmes intolérances alimentaires que sa maman. Et après aussi, pour des questions de facilité, c'est plus facile de prélever le sang d'un adulte et la concentration en anticorps sera plus élevée chez l'adulte que chez l'enfant. Voilà. Donc ça veut dire que si la maman, elle ressort avec une hypersensibilité là, aux œufs, par exemple, qui est vraiment assez commune et tu la citais tout à l'heure, on peut se dire assez facilement que le bébé aura la même fragilité et du coup, on peut se dire que, de lui en donner tous les jours à tous les repas, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. On va essayer d'y aller mollo et puis de voir petit à petit comment lui, il réagit en grandissant, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, et on se dit qu'après 12 mois, son système immunitaire, de par la diversification alimentaire, il va se faire petit à petit et il va se créer ses propres anticorps et voilà, il va tolérer certains aliments plus que d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que très souvent, il y a des mamans qui nous appellent pour des enfants en disant mon enfant, il est plein d'eczéma, je comprends pas, etc. Et donc la maman se teste. Et très souvent, ces mamans, elles allaitent. Donc, voilà, on leur dit, à travers l'allaitement, vous allez supprimer, vous allez supprimer les œufs, le lait de vache, etc. Enfin, voilà. Et en fait, on se rend compte que l'enfant va beaucoup mieux quand la maman a supprimé les aliments qui, elles, lui posaient problème. Oui, donc il n'y a pas forcément besoin entre guillemets, mais c'est pas forcément lié à une porosité intestinale, parce qu'on peut imaginer que bébé, quand il arrive au monde, il n'a pas forcément une porosité intestinale, et c'est ce qu'on peut effectivement souhaiter. Il est tout neuf, entre guillemets, son système digestif est tout neuf, et pour autant, on peut réagir. Et ce que d'ailleurs, j'ai pu constater sur moi, par rapport à mon expérience personnelle, qui ne met pas en avant une porosité intestinale qui soit marquée. Pour avoir fait les tests là-dessus, j'ai pu le constater, alors que pour autant, j'ai quand même certaines hypersensibilités alimentaires, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast, des choses sur lesquelles j'ai travaillé, qui se sont grandement améliorées, mais en tout cas qui ont pu ressortir là sur les dernières années, et qui peuvent ressortir aussi, même si c'est moins, là sur les derniers tests que j'ai pu faire. Donc, c'est pas forcément lié qu'à la porosité intestinale, c'est ça que je voulais dire du coup. Non, c'est aussi, c'est vraiment là l'immunité que la maman va transmettre, sa propre immunité que la maman va transmettre à son enfant. C'est plus ça qu'un problème de microbiote chez le tout petit. Parce que la diversité de son microbiote se fait aussi pendant l'accouchement par voie basse ou par l'allaitement. Ça, c'est aussi différentes choses qui peuvent participer à renforcer son microbiote. Et j'avais aussi envie de préciser que pour les tout petits, on n'est pas obligé de faire une prise de sang. On peut faire sur papier buvard. Oui. Ça, j'avais trouvé ça très bien. Moi, je l'avais fait faire aussi à mon fils. Il avait 3 ans et demi. Il avait 3 ans et demi. Et effectivement, l'idée de la prise de sang ne m'en jouait guère. Donc, j'avais fait juste la petite piqûre sur le bout du doigt et ensuite mettre des gouttes de sang sur le papier buvard. Et ça, c'était passé. Oui. Et je trouve que c'est intéressant de le signaler pour les mamans qui se, vraiment beaucoup plus que les papas, qui se contenteraient de la prise de sang pour les tout petits. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et voilà, c'est moins traumatisant qu'une prise de sang, c'est vrai. Après, ces tests buvards, on peut les faire uniquement sur les premiers tests, donc les tests 22, 44 et 90 aliments. Mais c'est vrai que pour un enfant, c'est parfait. Et très souvent, les enfants font dans les petits tests. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans la méthode ImuPro. Alors, vous donnez, plein d'informations de façon individualisée aux personnes qui vous appellent. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait votre force chez ImuPro. C'est un vrai service client, et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable, parce que souvent déjà, ce ne sont pas les médecins qui viennent parler de cela ou prescrire cela. Donc, la personne, si elle fait la démarche toute seule, elle peut se retrouver un petit peu seule, et puis à pas forcément comprendre exactement ce qu'elle doit faire. Donc, elles peuvent vous appeler. C'est individualisé. Mais là, ce qu'on va essayer de donner, ça va être des choses un peu générales, pour que tout le monde puisse comprendre, en tout cas un peu de loin, globalement, ce qui peut se passer en fonction des résultats qu'on a. Et puis après, ça n'empêche pas, bien sûr, de pouvoir vous solliciter si la personne veut aller un tout petit peu plus loin. Oui. Alors, en préparation de cet épisode, Camille et Pénélope, vous m'avez indiqué qu'il y avait finalement 3 types de profils. Le profil normal, où il y a environ 20 aliments qui ressortent, qui peuvent ressortir. Donc ça, j'imagine, sur un test complet, mais vous me le redirez. Le profil à 0, qui reste assez rare, mais du coup, là, il n'y a pas d'aliments qui ressortent. Tout est en vert. Et le profil vraiment chargé, ou à l'inverse, là, il peut y avoir énormément d'aliments qui ressortent, et du coup, il faudrait aller peut-être creuser autre chose. Est-ce que vous voulez m'en parler un petit peu plus en détail pour que tout le monde puisse comprendre ?
Oui, alors, oui, alors, c'est vrai que quand tu dis comme ça, Aurélie, 20 aliments, ça fait très peur. On se dit: «Oh là là, mince, ça va être très compliqué». Après nous, la méthode, elle est vraiment en 3 phases. Donc la première phase, c'est d'éliminer tous les aliments qui ressortent, en orange et rouge. Donc les aliments qui créent des inflammations dans nos tests ressortent en orange et rouge. Donc on va les éliminer complètement de l'alimentation pendant 6 à 8 semaines, pour calmer un peu toutes les inflammations. Voilà. Donc après, plus il y en a, voilà, ça dépend vraiment. Après, quand on dit 20 aliments, on a tous les aliments qui contiennent du gluten. Alors ça fait vite, 7 ou 8 aliments déjà. Après, si on a les laits, ça fait pareil, 6 ou 7 aliments, je me souviens plus exactement, mais voilà, en fait, il faut pas trop se fier au nombre d'aliments qui ressortent parce que ça peut faire très peur. Mais voilà, plus se dire: «Hop, on supprime tous les aliments pendant 6 à 8 semaines pour calmer un peu les inflammations». Après, le taux d'IgG, c'est pas en 8 semaines qu'il va diminuer. Il restera très élevé parce que le taux d'IgG, il monte très vite et il redescend après vraiment très, très, très doucement. Mais en tout cas, pendant ces 8 semaines, ce qu'on veut, nous, c'est que les symptômes, s'ils viennent de l'alimentation, ils disparaissent et que les personnes se sentent mieux pour ensuite laisser place à la deuxième phase. Donc la deuxième phase qui va être la phase de provocation. Donc on va donc parmi les aliments qui ont été éliminés, donc en orange et en rouge dans le profil de résultat, les réintroduire un par un à raison de 1 tous les 4 jours. Parce qu'on a vu donc que les symptômes et les inflammations pouvaient arriver entre 3 heures et 3 jours après avoir consommé l'aliment. Donc là, on va bien attendre 4 jours entre chaque réintroduction. Donc on va réintroduire le premier aliment et puis observer ensuite pendant les heures et jusqu'à 3 jours après l'avoir réintroduit si une réaction se produit. Donc ça peut être soit un symptôme qui avait disparu pendant la période d'éviction qui réapparaît. Ça peut être une prise de poids nocturne d'1 kg, 1,5 kg la première nuit suivant la réintroduction de l'aliment. C'est une prise de poids qui est liée à une rétention d'eau. Et ça peut être aussi toute réaction un peu surprenante qu'on observe. Si une de ces 3 réactions se produit, dans ce cas, on va poursuivre l'éviction de cet aliment pendant une année complète. Et si au contraire, tout s'est bien passé pendant la phase de provocation, on pourra à nouveau consommer cet aliment. Mais comme le disait Camille tout à l'heure, le taux d'IgG n'est lui pas redescendu, donc on va ne pas le proposer tous les jours au corps, donc on va le consommer bien en rotation à raison de 1 fois tous les 4 jours, donc environ 2 fois par semaine. On parle en journée. On a le droit de consommer cet aliment sur une journée, mais après bien laisser 4 jours pour attaquer une nouvelle journée avec ce même aliment. Ah, c'est intéressant. Bah, déjà, merci pour là toutes ces précisions. Et c'est intéressant ce que là tu viens de soulever. Il vaut mieux manger, par exemple, un petit peu, admettons, on réagit aux amandes. Aux amandes, il vaut mieux manger un petit peu d'amandes le matin, un petit peu d'amandes le midi, un petit peu d'amandes le soir. Ou alors, on se fait plaisir, on craque un peu au déjeuner, on prend pas mal d'amandes, mais par contre après, plus rien du tout. Comment le corps vient réagir? C'est mieux un tout petit peu, il peut gérer un petit peu tout le temps, ou alors justement le fait d'en avoir toute la journée, ça le perturbe plus que d'en avoir beaucoup d'un coup? Non, dans la même journée, en fait, on peut consommer l'aliment autant de fois qu'on veut. Ensuite, il faut vraiment laisser 3 jours avant la prochaine consommation pour laisser au corps le temps de récupérer et d'éliminer les protéines alimentaires avant de lui reproposer cet aliment-là. La quantité dans une même journée, elle n'a pas tellement d'importance. C'est vraiment la répétition de l'aliment d'un jour à l'autre qui provoque les hypersensibilités alimentaires, donc il faut éviter. Donc il y a une troisième phase à la méthode ImuPro qui est la phase de rotation-stabilisation. Donc après la phase d'éviction, on va venir réintégrer les aliments qu'on a supprimés et qui ne créent plus de symptômes. On vient les réintroduire tous les 3-4 jours. Donc bien laisser 3-4 jours entre chaque prise de cet aliment-là pour que le corps ne puisse éliminer les protéines alimentaires tranquillement, bien lui laisser le temps de les éliminer. Et pareil avec les autres aliments qui ressortent en vert, on essaie de pratiquer au maximum cette rotation pour ne pas créer de nouvelles intolérances alimentaires.
Et à la fin de cette phase de stabilisation, au bout d'un an, on va de nouveau faire une phase de provocation avec les aliments qui avaient été éliminés une année. D'accord. Ok. Moi, j'ai bien envie de rajouter quand même quelque chose, c'est que si on se rend compte qu'il y a quand même des hypersensibilités alimentaires, alors là, même si on est sur le profil normal, ça peut quand même valoir le coup de venir travailler en parallèle sur ces intestins, parce que quand même, on en a beaucoup parlé là, dans la première partie de ce podcast. Ça peut vouloir signifier soit qu'il y a une porosité intestinale, soit qu'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote. Et du coup, j'imagine, mais vous m'arrêtez si je me trompe, que ce sera d'autant plus facile de venir réintégrer les aliments si en parallèle on vient travailler sur son système digestif de façon globale, que si on ne fait juste rien du tout, juste on enlève, et puis on attend que ça se passe, mais on ne change rien du tout dans sa vie, et puis après on réintroduit. J'imagine qu'il y a quand même une différence. Oui, oui. Alors c'est vrai que ces deux tests, donc ImuPro et Microbiote, sont quand même très liés. Parce que le microbiote, il va venir prendre une photo des intestins et voir toutes les bactéries que nous avons. Donc prendre une photo de ce microbiote. Donc le microbiote va venir. Pardon, je m'emballe un peu dans ce que je dis. Je perds un peu le fil. C'est deux analyses qui sont très complémentaires en fait, parce qu'il y en a une, en fait, en faisant le test ImuPro, on va arrêter d'agresser la barrière intestinale avec des aliments qui ne lui conviennent pas. Et sur l'autre volet, on va la réparer avec potentiellement des prébiotiques. Donc ça se complète très bien les deux analyses. Et oui, c'est bien d'attaquer par les deux fronts, c'est sûr. Merci Pénélope. Est-ce qu'on peut passer maintenant au profil un peu plus extrême que vous voyez, j'imagine, un petit peu moins, en tout cas pour le profil à 0. Moi, je le vois peu dans les clients que j'ai. J'ai dû le voir, je l'ai vu 2 fois. Donc pour dire, ça fait vraiment pas beaucoup. Mais vous qui en voyez passer beaucoup plus, vous avez peut-être d'autres statistiques. En tout cas, ça me semble plutôt rare les personnes qui ne vont réagir à rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et du coup, d'où pourraient venir leurs symptômes si ce test est à 0, alors qu'elles ont migraine, problème de peau et troubles du sommeil, par exemple? Alors, c'est vrai que le profil à 0 reste quand même très rare. Voilà, nous, on en a vraiment pas souvent. Après, c'est plutôt une chance d'être à 0. Ça veut dire que, en fait, toutes ces inflammations viennent pas de la piste alimentaire. Donc, c'est une c'est une piste qu'on a explorée. Et voilà, donc c'est plutôt bien. On sait qu'on peut consommer un peu ce qu'on veut. Voilà. Après, c'est pas mal de faire un test du microbiote dans ces cas-là pour voir, parce qu'on sait que le microbiote, s'il n'est pas correctement équilibré, il va y avoir beaucoup de symptômes qui vont en découler, comme des problèmes d'immunité, des problèmes de digestion, des problèmes de poids, de diabète, des problèmes de sommeil. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire un test de microbiote pour voir un petit peu ce qui se passe et ensuite le rééquilibrer si on voit que c'est pas qu'il n'est pas très très équilibré en tout cas. Voilà. Et du coup, vous aviez parlé aussi du test Candida albicans qui pourrait expliquer certaines choses. Je sais par exemple que si on a vraiment un hyper développement du Candida albicans, ça peut venir créer aussi de la fatigue, du brouillard mental. Ça peut venir créer aussi des mycoses sur les ongles ou à tout niveau, même sur la peau. Du coup, ça pourrait être une autre piste. Alors oui, ça pourrait être une autre piste. Donc le Candida albicans, c'est un champignon que tout le monde a en lui. C'est normal d'en avoir. En revanche, c'est pas normal d'en avoir à un niveau trop élevé. Donc ça peut provoquer tous les symptômes dont tu as parlé, Aurélie. Et après, voilà, c'est bien d'essayer de l'éradiquer. Alors on l'éradique avec des tests, des traitements antifongiques plutôt naturels. Et voilà, globalement, il faut pas manger sucré, il faut pas manger des aliments trop fermentés, la levure, etc. Parce que le champignon va venir se nourrir de tous ces aliments. Et donc, plus on mange sucré, plus il se nourrit et plus il grandit. Voilà. Oui, donc
quand tu dis éradiquer, parce que vu que c'est normal d'en avoir, c'est surtout pour venir ramener à l'équilibre voilà, les proportions, parce qu'effectivement, c'est un écosystème qui se complète très bien entre les champignons, entre les bactéries, entre voilà tout ce qu'on peut avoir au sein de notre microbiote. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas une population qui prenne le dessus sur une autre. Et par contre, là, j'en profite pour préciser quelque chose, mais c'est vrai que si on vient travailler sur les candidats albicans, et vous l'avez peut-être vu ou eu en témoignage, ça peut, pour le coup, si on y va trop fort, provoquer des effets secondaires, comme justement une accentuation du brouillard mental ou de la fatigue ou des troubles de l'humeur. Ça veut dire qu'on y allait un petit peu trop fort sur le candidat albican, parce que lui, quand il meurt, en fait, il vient relarguer pas mal de toxines qui viennent nous provoquer certains symptômes. Donc, je précise juste ça parce que souvent, on est un petit peu dans un enthousiasme d'avoir trouvé un peu l'origine de nos symptômes, et puis on peut vouloir y aller très vite et justement vouloir se dire je vais éradiquer complètement le candidat albican, sauf que si on ne prend pas son temps et qu'on va trop vite, on peut se retrouver avec l'inverse de ce qu'on souhaite. Donc je trouve que c'est important de le préciser. C'est un petit peu tout pour ce qui concerne le microbiote, mais c'est vrai que quand on vient travailler sur c'est presque comme un organe à part entière finalement, tellement il fait partie de nous et qu'il est en grande quantité. Il faut quand même y aller doucement et venir jouer sur ces équilibres petit à petit. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Que c'est vrai qu'après, si le taux de candidat albican est trop élevé, le corps il va aussi se fatiguer pour essayer de combattre ce candidat albican qui est en trop grand nombre. Donc après, voilà, ça crée de la fatigue, tous les symptômes dont on a parlé avant. Mmh. Et alors, quoi faire lorsqu'on découvre nos résultats de test et que tout est rouge? Alors bon, tout rouge, ça m'étonnerait enfin j'espère que c'est pas complètement possible que tout soit rouge. Ce serait vraiment très, très désespérant, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec beaucoup de rouge et orange. Et je me mets à la place de la personne qui reçoit ces tests-là. Heureusement, j'ai pas été dans cette situation. J'avais les premiers que j'ai faits, j'avais quand même pas mal de choses qui ressortaient, mais c'était quand même pas tout rouge. Et je me mets à la place de la personne, on se dit, mais par quel bout j'y prends? Parce que là, je vais finir par juste faire une monodiète de pommes. Et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je mange? Même d'un point de vue social, ça peut être compliqué, parce que là, vous parlez de 6 à 8 semaines. C'est pas rien non plus, 2 mois, voilà. Comment on démarre? Comment on s'y prend finalement? Donc déjà, on ne panique pas. Et on nous appelle. Oui. Voilà. D'ailleurs, souvent les gens le font. Non, c'est vrai que c'est très impressionnant. Même visuellement, tout ce orange et ce rouge, ça peut faire peur. Non, en fait, quand il y a beaucoup de réactions, c'est très souvent des cas de dysbiose intestinale assez avancée. C'est-à-dire que la paroi intestinale est vraiment très altérée. Elle laisse passer beaucoup de particules d'aliments. On retrouve souvent des profils comme ça dans des cas de maladies auto-immunes. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est parmi ces aliments-là, faire le tri entre ceux qui sont consommés très régulièrement et ceux qui sont consommés moins régulièrement, et se concentrer sur les aliments qu'on avait tendance à consommer tous les jours. Et ceux-là, les éliminer vraiment. Et puis pour les autres, avoir un peu plus de souplesse, parce que c'est pas possible effectivement socialement, mais aussi pour le moral, on peut pas. Bien sûr. Voilà. Et puis en parallèle, restaurer au maximum sa barrière intestinale qui est quand même très abîmée par cette dysbiose. Est-ce que vous, chez ImuPro, quand vous avez des personnes qui vous appellent justement pour débriefer un petit peu de ces tests-là, vous pouvez les renvoyer vers, par exemple, des naturopathes ou des personnes qui peuvent les aider à travailler sur l'équilibre de leur microbiote? Parce que c'est pas évident tout seul. On vient essayer de trouver 2-3 trucs sur Internet, mais c'est quand même, ce sont des traitements qui nécessitent d'être réfléchis, d'être adaptés. Est-ce que vous travaillez en réseau? Est-ce que vous conseillez certaines personnes dans votre carnet d'adresses? Alors, on connaît des personnes on a certains thérapeutes qui nous recommandent. Après, on sait qu'ils connaissent très bien la méthode ImuPro, donc effectivement, on peut renvoyer vers ces thérapeutes que nous connaissons et qui connaissent la méthode. Et c'est aussi quand il y a effectivement en parallèle des traitements par des compléments alimentaires à donner. Nous, c'est pas du tout notre partie. Donc, dans ce cas-là, évidemment, on conseille des personnes dont c'est le métier et qui feront ça très bien.
Eh bien, du coup, ça fait le pont parfait par rapport à ma prochaine question qui était justement sur les compléments alimentaires. Moi, je constate assez régulièrement que les personnes qui peuvent rencontrer notamment des troubles du sommeil vont s'auto, s'auto-médicamenter, même si ça reste de la médication naturelle, mais avec beaucoup de plantes ou beaucoup de compléments alimentaires, ou alors elles ont vu peut-être plusieurs professionnels, plusieurs naturopathes, plusieurs sophrologues, acupuncteurs, ostéopathes qui vont leur proposer plein de choses. Et j'avais 2 questions par rapport à ça. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez l'impression que ça aide justement sur la barrière intestinale, sur ces hypersensibilités alimentaires, parce que ça vient renforcer le corps finalement? Et de 2, est-ce qu'il ne faut pas être quand même vigilant par rapport aux compléments alimentaires, peut-être la qualité des compléments alimentaires qui peuvent venir créer des réactions et finalement faire partie des produits auxquels le corps vient réagir à des hypersensibilités alimentaires? Effectivement, et c'est bien du coup de faire les 2 analyses en parallèle parce que beaucoup de compléments alimentaires contiennent effectivement, des aliments qui potentiellement ne pourront pas être consommés par rapport au profil IMUPRO parce que ces aliments-là seront positifs. Du coup, c'est bien de pouvoir faire et une analyse IMUPRO et une analyse microbiote. Comme ça, le professionnel de santé pourra s'appuyer sur les 2 tests pour proposer les bons compléments alimentaires. Mais surtout, oui, être bien accompagné pour, heu, pour choisir ses compléments alimentaires parce que ça s'improvise vraiment pas. Oui, parce que peut-être que la personne va aller prendre en automédication, va aller prendre, un complément alimentaire alors qu'en fait son microbiote n'a pas besoin de ces bactéries-là. Et voilà, peut-être que il a besoin d'un autre complément alimentaire, d'autres probiotiques. Donc voilà, c'est bien de faire un test de microbiote pour avoir la photo de notre microbiote et savoir, de quelles bactéries on a vraiment besoin. Ah OK, alors, je me suis mal exprimée. Je ne pensais pas qu'aux probiotiques, aux prébiotiques, je ne pensais pas qu'aux microbiotes, en tout cas aux Ah, compléments alimentaires qu'on pouvait prendre en lien avec le microbiote. Mais du coup, votre réponse est très intéressante et j'y avais pas pensé dans ce sens-là. Moi, je pensais, aux compléments alimentaires qu'on peut prendre, par exemple, certaines vitamines, le zinc, le magnésium et cetera. Parce que je sais que rares sont les personnes qui viennent regarder de quoi sont composés les compléments alimentaires, ne serait-ce que l'enrobage, les gélules, etc. Et pour autant, on vient retrouver parfois certaines choses qui peuvent faire réagir, donc notamment certains additifs. Et je trouve que ça, c'est intéressant quand même de se dire, est-ce que ce que je suis en train de prendre pour me sentir mieux, ça vient pas me faire réagir tout autant? Et par contre, j'avais cru comprendre que certains compléments alimentaires viennent aussi aider à restaurer la paroi des intestins. Donc, par exemple, le zinc, je pense à lui, mais il peut y avoir d'autres choses. Et est-ce que ça, vous l'avez constaté, les personnes qui viennent, prendre certains compléments alimentaires pour se renforcer un petit peu parce qu'il y a pu avoir des insuffisances ou des carences par le passé? Ça a pu être noté dans une prise de sang, par exemple. Et là, d'un seul coup, ça les aide au niveau des hypersensibilités alimentaires. alors, nous, on n'a pas trop cette partie-là, en fait, on peut pas trop répondre à ta question. On est désolé, mais ça D'accord. dépasse un peu non, mais ça dépasse un peu notre domaine de compétences et voilà et c'est vrai que les personnes qui nous appellent nous parlent pas forcément des compléments alimentaires. Si, j'avais juste, ouais, en revanche, ce que tu disais qui est intéressant, c'est vrai que souvent dans les enrobages, il peut y avoir des protéines de blé ou de la caséine et les personnes effectivement ne le savent pas forcément et comme les compléments alimentaires, souvent on a tendance à les prendre quotidiennement, si effectivement il y a une réaction pour, le blé, le gluten ou les produits laitiers, effectivement ça peut venir, heu, bah, heu, créer des hypersensibilités alors qu'on avait l'impression qu'on consommait plus ces aliments. Oui, OK. OK, oui, donc oui, ça va dans ce sens-là. Oui. Est-ce que vous, par curiosité, je me demandais quels étaient les aliments qui peuvent, qui ressortent le plus, mais vous savez, les aliments un petit peu, insolites, auxquels on ne pense pas? Parce que c'est vrai que vous avez cité les protéines de lait de vache. Mmh. C'est vrai que ça reste quand même assez, commun avec le gluten. Souvent, on se dit: «Ah oui, il faut peut-être que j'évite les produits à gluten ou les produits laitiers». Mais je sais que parfois, il y a des aliments un petit peu insolites, on n'y pense pas. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns qui peuvent ressortir assez régulièrement? Alors on a la vanille qui ressort très souvent.
Mmh. et qui embête beaucoup parce que c'est vrai que la vanille, on n'y pense pas, mais on la retrouve de partout, dans le chocolat, enfin, ouais, c'est un aliment qui ressort très souvent et qui étonne les personnes qui ont cet aliment-là. Mmh. Il y a aussi ce qui est assez drôle, le homard qui ressort assez souvent. Et le homard, en fait, c'est souvent le fait d'une allergie croisée avec les acariens. Donc ça surprend un peu les gens, Ah. parce que c'est vrai que c'est pas commun les gens qui consomment du homard tous les jours. Donc voilà, souvent c'est croisé avec les acariens, c'est pour ça que ça ressort. Est-ce que Pénélope, tu peux nous en dire 2 mots des allergies croisées? Parce qu'effectivement, là, on n'a pas encore cité ce terme-là et pour autant, je trouve que c'est super pertinent parce qu'effectivement, on va se retrouver dans les tests et moi, ça m'est arrivé et j'ai beaucoup souri en voyant certains aliments. Alors, il y en avait un, je me rappelle plus lequel c'était, mais je me disais: «Mais je ne sais même pas ce qu'est cet aliment». C'est-à-dire je n'avais jamais vu ce mot-là, mais c'est vrai que pour certaines choses, ça ressortait alors que je n'en mangeais absolument jamais. Donc on a du mal à comprendre pourquoi notre corps réagit à ça. Tu peux nous en dire 2 mots? Alors on est loin aussi d'être des spécialistes dans les allergies croisées, mais effectivement, il y a des allergies qui seront type les acariens ou l'ambroise ou le bouleau, qui il va y avoir des ponts entre l'hypersensibilité alimentaire et l'allergie à cette plante. Typiquement, le bouleau peut donner une allergie, une hypersensibilité alimentaire à l'amande, à la noisette, au soja ou à des fruits comme la pomme, le kiwi. Donc les acariens, on a vu que c'est plutôt les invertébrés, du coup, le homard, les écrevisses, les escargots, les moules. Il y a le latex aussi qui croise souvent avec les fruits exotiques, le kiwi, la mangue, l'ananas, voilà. Mais après le processus exact, ça dépasse mes Oui, connaissances. là, c'est un petit peu plus spécifique, oui, bien sûr. Puis je Mais pense ça qu'on peut expliquer des réactions surprenantes, effectivement, comme tu oui. disais, toi, peut-être, où tu as eu Mmh. des résultats qui étaient parfois un peu surprenants. En tout cas, dans tout ce que vous nous avez partagé, là, moi, je pense qu'il y a quand même, une chose importante à garder en tête, c'est d'être, le plus connecté et le plus à l'écoute de soi. Je trouve que, on n'y pense pas assez, mais on est souvent très déconnecté de ce qui se passe pour nous et j'ai la sensation, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, le fait de se poser la question et de venir regarder, de venir faire les tests et de pas, simplement enfin voilà, s'imaginer que ça puisse être comme ci ou comme ça, eh bien, ça permet ensuite de se retrouver beaucoup plus connecté à ses symptômes, à ses ressentis, à ce qui se passe en nous finalement. Parce que quand on vient isoler quelque chose, on vient isoler quelques aliments et puis, justement qu'on est dans une phase de réintroduction comme ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, eh bien, ça demande d'être à l'écoute pour se dire: «Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de manger une omelette alors que visiblement j'étais sensible aux œufs. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps aujourd'hui, puis demain et puis après-demain?» Et je trouve que dans une démarche de santé, c'est quelque chose d'assez essentiel. Moi, c'est quelque chose dont je parle énormément d'un point de vue sommeil, pour venir se reconnecter à son ressenti et à soi-même. Et ça, eh bien, pour moi, c'est juste, la même dynamique, le même besoin de reconnexion qui s'exprime. Oui. C'est vrai que oui, surtout pendant cette phase de réintroduction, il va falloir, s'écouter un peu plus que d'habitude, les 4 jours qui suivent la réintroduction de l'aliment en question. Oui, tout à fait. Et c'est aussi là où ça peut être intéressant de venir, tracer ce qu'on mange. Moi, je parle assez régulièrement de tenir un journal du sommeil, donc dans le cadre du sommeil, mais c'est vrai qu'il y a une petite partie alimentation et là, ça peut aider aussi sur ce chemin de réintroduction et puis de voir ce qui se passe. Je pense que ça peut être un bon tips de se dire: je vais tracer ce qui se passe pour moi pendant là les 2 prochaines semaines». Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous conseillez ou quelque chose que vos clients font Oui, pour justement voir un petit peu où ils en sont? ouais, tout à fait. Alors on conseille, une fois qu'on a les résultats et qu'on commence la phase d'éviction, de noter un petit peu tous les symptômes, le pourquoi on a fait le test, en fait. Donc tous les symptômes, tout ce qui va pas, nos douleurs et cetera, et de voir au fil du temps, donc au fil de la phase d'éviction, ce qui va mieux ou ce qui va moins bien
ou voilà, comme tu disais, de s'écouter un peu tous les jours et de voir ce qui est bien, pas bien. Et après, ça aide quand on réintroduit à voilà, se souvenir des symptômes qu'on avait au départ et des symptômes qui peuvent réapparaître, etc., etc. Et Ouais. pour la rotation alimentaire aussi, de bien noter les aliments consommés chaque jour parce que c'est compliqué, sinon la rotation, donc de vraiment noter tout ce qu'on consomme chaque jour pour être sûr de ne pas le répéter les 3 jours qui suivent. Oui, Ça surtout que d'ailleurs, notre mémoire on peut en nous a pas faire parlé, défaut. mais on a une application qui s'appelle Menu Formier et qui vient aider suite à la réception des résultats dans la rotation justement alimentaire et aussi pour trouver des recettes qui tiennent compte de nos hypersensibilités alimentaires. C'est-à-dire que dans l'application, on va être chargé notre résultat et nos aliments potentiellement déclencheurs de symptômes. Donc, ça proposera des recettes et des listes de courses qui tiendront compte de ces évictions à appliquer. Merci beaucoup Camille, Pénélope. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, dire un petit mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble? Écoute, non, c'était très, très intéressant. Merci Aurélie de nous avoir à nouveau invités sur ton podcast. Je pense que le mot de conclusion pourrait être de manger le plus varié possible et de ne pas consommer tous les jours les mêmes aliments parce que c'est ça qui crée l'inflammation et qui peut créer potentiellement tout un tas de symptômes qui sont désagréables et qui nous empêchent de vivre sereinement. Et je rajouterais aussi, on l'a dit, mais d'être à l'écoute de son corps être à l'écoute de son corps, effectivement, et prendre le problème à la source aussi. Oui, très juste. Et effectivement, le fait de ne pas manger tous les jours la même chose, c'est quand même un conseil qu'on peut donner, qui n'est pas forcément facile à entendre, parce qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, il y a tout le temps toujours la même chose. Et du coup, on ne fait pas attention, on est presque même habitué à toujours manger la même chose, on ne se pose pas la question. Or, dans la nature, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'on a fonctionné pendant des milliers d'années en arrière. Et donc, c'est intéressant, Camille, d'avoir ton retour là-dessus et je suis contente que tu aies pu le préciser parce qu'effectivement, plus on revient à la source, plus on revient à une alimentation brute, non transformée, locale, de saison, mieux on va à tout niveau. Et finalement, là, c'est encore, ça appuie encore là-dessus. Donc, c'est vrai que le mieux, l'idéal, c'est de venir faire attention à quelle saison on est et de ne pas vivre en automatique. On n'est pas des robots. Et de venir se poser la question de si on n'a pas tout le temps la même chose dans les assiettes. Je pense par exemple aux bananes ou je pense par exemple à certains fruits exotiques finalement qu'on peut vraiment avoir tout le temps, toute l'année, tous les jours, et qui peuvent faire réagir. Je sais que la banane peut faire réagir, c'est pour ça que j'y pense. Oui. Ok, merci infiniment à toutes les deux. Alors moi, par contre, j'ai vraiment envie de conclure sur le fait que vous proposez un code promo pour tous les auditeurs du podcast. Et donc, je mettrai, comme je l'avais fait dans le premier épisode, je mettrai dans la description du podcast le code promo qui est podcast IHDML et qui permet à toutes les personnes qui souhaitent faire ce test de bénéficier de 17% de réduction. Et donc, je vous en remercie et la communauté du podcast vous en remercie aussi. Merci à toi, Aurélie. Merci, Aurélie. Je vous souhaite une belle continuation à toutes les deux et puis peut-être à une prochaine fois, sait-on jamais, s'il y a un autre un sujet un petit peu plus avant à développer, ce sera avec plaisir sur le podcast. Avec grand plaisir pour nous aussi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens en description du podcast. Et bien sûr, si vous avez apprécié cet échange, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur iTunes, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire vivre ce podcast et à ce qu'il soit le plus accessible pour les personnes qui en ont besoin. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.